Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité comme tous les jours, du lundi au vendredi de 17h30 à 19h. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Simon Tell, herbaliste, énergéticien, sylvothérapeute. Simon, bonsoir, comment ça va ? Ça va, fort bien, ouais. Et toi ? Ça va très bien aussi. Merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau magazine Santé et Spiritualité. Alors, ma première question serait sur l'histoire et la trajectoire. Où nous en sommes est souvent le résultat d'une décision prise il y a longtemps. Peux-tu nous dire, Simon, quelle a été l'étincelle qui t'a fait choisir le chemin de l'accompagnement des personnes et qui a ensuite entretenu les braises de la passion ? Alors, à vrai dire, c'est pas une histoire glorieuse, c'est des déboires avec le cannabis. Voilà. Donc, plante maîtresse puissante, et c'est comme ça que j'ai découvert la notion de plante maîtresse. À l'époque, je suis allé voir mon médecin. Je passe un peu, je vais faire quelque chose d'assez synthétique, mais mon médecin traitant qui finit par me lancer à boulet rouge cette idée-là de, en fait, c'est pas une drogue douce, c'est vraiment une plante puissante, et surtout, il m'amène cette notion de c'est une plante maîtresse. Et donc là, se développe chez moi tout de suite un intérêt pour comment on reçoit l'enseignement du monde, mais plus particulièrement des plantes. Et moi j'ai vraiment tout de suite d'un coup cette image de l'apothicaire, de l'herboriste d'antan, de l'herbier. Le terme herbier, c'est vraiment le terme qu'on donnait aux herboristes du Moyen-Âge. Et puis à l'alchimie végétale. J'ai tout ça qui vient m'assaillir dans un espace imaginaire de moi. Et c'est là que je me dis, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de connaître ça. Donc c'est là que je me suis mis à chercher comment on travaille avec les plantes, quoi. Comment on fait pour utiliser ces plantes pour se soigner, pour soigner les autres, pour ouvrir l'esprit, pour tout ça, quoi. Voilà. En gros, en résumé, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à partager ce savoir ? C'est ma guérison de mon addiction au cannabis. D'accord. C'est assez fou, mais sur mon chemin, j'ai croisé du coup plusieurs personnes qui ont fini par m'aiguiller vers la pratique de ce qu'on appelle l'ayahuasca. Alors je passe parce que c'est très sulfureux comme domaine et comme sujet, mais disons qu'en tout cas voilà, c'est une plante maîtresse que j'ai eu la chance de boire et qui m'a sorti de ma relation toxique au cannabis. Et en voyant les pas que j'avais fait sur mon chemin, les libérations que j'avais fait sur mon chemin grâce à ça, grâce aux plantes, grâce à la pratique qu'on en a et à la technique qu'on en a, je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je développe ça, quoi. Donc j'ai commencé par apprendre ce qui se fait au Pérou avec ces plantes puissantes, donc les plantes maîtresses, dont l'ayahuasca, et ensuite je me suis dit mais en fait c'est bien beau tout ça, c'est très, très coloré, c'est souvent des plantes qu'on considère être des hallucinogènes, à juste titre elles le sont, et donc c'est souvent des plantes interdites en France. Et je me suis dit mais c'est... L'approche que ont ces peuples là-bas des plantes médicinales et des plantes maîtresses mériterait d'être partagée en Europe, où on a aussi une culture des plantes médicinales, mais qui aujourd'hui, avec l'avènement de la science et de l'allopathie, particulièrement, alors bon, allopathie c'est pas le juste terme, parce qu'on considère que un remède comme une alcoolature est un remède allopathique, hein, mais passons. En tout cas, la médecine moderne, quoi. Avec cet avènement de tout ça, on a perdu aussi le contact à comment se soigner au naturel, comment se soigner à travers les plantes, comment relationner, parce que moi c'est ça le plus important dans mon travail, c'est comment relationner avec le monde végétal, comment rétablir une bonne relation à l'intérieur de soi, avec soi-même, et à l'aide des plantes, quoi. Voilà. Alors justement, l'une de mes questions, c'était de savoir qu'apporte l'herboristerie de plus à la médecine allopathique. Ses constituants, en tout premier lieu, parce qu'à vrai dire, tous les médicaments d'aujourd'hui, pour la plupart, hein, bon, avec la synthèse, on a aussi beaucoup développé de médicaments qui aujourd'hui n'ont plus besoin des précurseurs dans le monde des plantes, mais beaucoup de médicaments d'aujourd'hui découlent des constituants, des principes actifs des plantes. Voilà, comme l'exemple qui est donné à chaque fois, c'est l'aspirine avec son acide salicylé qui vient des composés salicylés du saule de la reine des prés.
Voilà. Donc ça c'est sur le plan premier, mais surtout, encore une fois, moi ce que j'arrête pas de répéter, c'est ce qu'elle peut apporter, c'est pour moi soigner une maladie, soigner un trouble chez soi, ou être accompagné, c'est du domaine de la relation. Voilà. Et pour moi, les plantes amènent ça en plus qu'un médicament allopathique qu'on nous donne pour calmer des symptômes, c'est qu'elles vont apprendre à relationner. Tout à l'heure on parlait ensemble des tisanes. Le temps de la préparation d'une tisane, c'est apprendre à relationner avec le monde qui nous entoure, avec soi-même, et c'est déjà un acte thérapeutique en soi. Ça nous apprend à décélérer dans un monde où on fonce, quoi. Donc voilà, pour moi c'est ça qu'apportent ces médecines naturelles, plus que tout. Alors le statut d'herbaliste n'est toujours pas reconnu en France. Penses-tu que cela puisse évoluer ? Je suis assez pessimiste sur ce point, mais je trouve que c'est pas plus mal. Alors bien sûr, ça demanderait d'être encadré. Bien sûr, ça demanderait d'être reconnu comme ça peut l'être chez nos voisins limitrophes en Suisse, en Belgique, où là-bas, voilà, ils ont un cadre qui permet de ne pas faire n'importe quoi, et c'est super. Moi, aujourd'hui, en tant qu'herbaliste, j'ai pas le droit d'utiliser un grand nombre de plantes. J'ai en fait qu'une 140aine de plantes que j'ai le droit d'utiliser, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir changer, mais je pense pas qu'on prenne cette voie-là en France, en tout cas. Et si je trouve ça pas plus mal, c'est aussi parce que c'est un acte de résistance du coup de se déclarer aujourd'hui herbaliste en disant voilà, moi j'ai décidé de me soigner autrement, je suis pas remboursé par la sécu, mais voilà, je préfère prendre soin de moi comme ça, apprendre à aller chercher dans la nature, tout ça, ça force forcément celui qui vient à mon contact et moi-même à une démarche de résilience, parce que souvent je me heurte aux problèmes financiers purs et durs où les personnes venant me voir et je leur fais un conseil, et derrière c'est parfois des soixantaines d'euros pour récupérer tous les produits que je peux conseiller. Et on me dit mais c'est cher et tout, etc. Oui, mais donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas se proposer d'apprendre à préparer ces produits-là, d'apprendre tout ça, enfin voilà. Donc non, je pense pas que ça évoluera, je pense pas que ça redeviendra comme ça l'a été au temps de l'herboriste, au temps du certificat. Voilà. Eh bien, c'est bien dommage, mais justement avant d'en savoir plus sur ta pratique, ce que tu propose, eh bien je pense que ça pourrait être intéressant de nous rappeler ce que c'est finalement l'herbalisme, et même en même temps nous dire ce qu'est la sylvothérapie, si tu pouvais nous expliquer tout ça, nous rappeler tout ça. Ouais. Alors pour ce qui est de l'herbalisme, en fait c'est ni plus ni moins qu'un néologisme qui du coup définit tous ceux qui se réclament de l'herboristerie aujourd'hui en France. Je disais, le certificat a été supprimé en 1941, donc ça c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine. Hein. Il y a un super bouquin pour ceux qui veulent pousser les recherches sur ce point-là, c'est le bouquin de Ida Bost, qui est vraiment génial, c'est l'herboriste du temps du certificat, ou l'herboristerie du temps du certificat, passons. En tout cas, du coup, aujourd'hui, dans le domaine de l'herbalisme, l'idée c'est de faire la même chose que ce que faisaient les herboristes à l'époque, c'est-à-dire cultiver, connaître, utiliser, transformer et conseiller les plantes médicinales, avec malheureusement du coup la fameuse limite dont je parlais, des 148 plantes libérées, c'est-à-dire qui ne sont pas sous le monopole pharmaceutique. Donc, en réalité, légalement parlant, le terme herbaliste n'existe pas. C'est un néologisme. Et j'ai la même marge de manœuvre que tout un chacun pour le conseil. Mais voilà, en tout cas, en tant qu'herbaliste, je me réclame de l'herboristerie. Et pour la sylvothérapie, alors j'en ai, moi, une définition très personnelle, parce que c'est un terme que, bien que j'utilise, j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Tout simplement parce que je trouve que c'est un peu... on a donné un nom à quelque chose qui est viscéralement instinctif à la base. C'est se retrouver en connexion avec la forêt, avec la vie, avec la nature, en réalité, la sylvothérapie. Souvent, on voit, chez mes confrères, on propose souvent les mêmes choses, c'est-à-dire l'idée d'aller dans la nature, se reconnecter à ses sens, bénéficier de l'ambiance de la forêt, et aussi de tout ce qu'elle peut apporter de bon, même sur le plan chimique. Bon, ça, moi, je m'y attarde pas, j'aime vraiment pas du tout cette approche-là, où on dit, ah oui, les essences des plantes, et puis les radicaux libres et tout, ouais, c'est super, mais enfin, pour moi, c'est avant tout se ressourcer en nature. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui on en est arrivé à mettre ce terme de sylvothérapie sur en fait une pratique qui devrait être
presque pas nommée, puisqu'elle devrait faire partie de notre quotidien, quoi. Mais enfin, voilà, c'est pour ça que je dis j'aime pas trop ce terme-là. Alors, si je devais donc le définir comme je viens de le faire un peu, et pour raccourcir, pour synthétiser, c'est vraiment l'idée d'aller au contact de la nature. Et moi j'y rajoute cette notion d'aller au contact des esprits des plantes, parce que c'est ce que j'ai appris, parce que c'est ce que j'aime. Et voilà, c'est ma singularité en tout cas dans ce domaine-là, quoi. Et se reconnecter à la nature, ça veut dire quoi en fait? Puisque par exemple, suite à la publication Instagram, un auditeur avait écrit en message privé, est-ce que la sylvothérapie, c'est quand on fait des hugs aux arbres, etc. Donc hug égale câlin. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter à la nature Ouais, alors voilà, moi c'est ça, hein, c'est pas, ça mérite pas, ça me fait rire, et puis en même temps je suis mais c'est tellement plus que ça. Effectivement, c'est l'image d'Épinal, hein, le câlin qu'on fait aux arbres. En fait, l'idée derrière cet exercice, il est très simple, c'est de créer de l'intimité, d'être à l'écoute de ses ressentis. Et ça, on peut le faire même sans faire un câlin aux arbres. Voilà. Pour moi, la sylvothérapie, c'est vraiment... voilà, la question étant comment se reconnecter à la nature. Pour moi, la sylvothérapie, c'est juste un prétexte. Se reconnecter à la nature, c'est se lever le matin avec le soleil, c'est dormir à la belle étoile, c'est se rouler dans la rosée le matin, c'est se baigner dans une rivière extrêmement froide, c'est passer des nuits à côté du feu dans la forêt, c'est manger des plantes qu'on trouve sur notre chemin. Alors il faut les connaître, il faut faire attention, hein, messieurs, dames. Oui. Faut pas cueillir n'importe quoi, voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait retrouver de la simplicité. Voilà. Tout simplement, quoi. Marcher pieds nus, parce que c'est aussi un des grands exercices qu'on fait et qui est souvent invoqué, quoi. C'est marcher pieds nus dans l'humus, quoi. Dans la nature, pas en ville. Dans la nature. Non, sur le béton, bon. Oui. On peut toujours, hein, mais c'est pas super agréable, quoi. Tout à fait. Alors, je rappelle aux auditeurs et auditrices que nous sommes en direct ce soir sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, avec notre invité Simon Tell, herbaliste, énergéticien, sylvothérapeute. Nous poursuivons avec une autre question. Simon, peux-tu nous dire, s'il te plaît, dans quel cas est-ce qu'on fait appel à ton accompagnement ? Alors, c'est assez vaste. Moi, là où je considère m'être spécialisé, c'est vraiment dans l'accompagnement plus ou moins spirituel. Alors, pareil, il faut vraiment pas... Pour moi, il faut démystifier ces notions de spirituel. Mais disons que quand une personne a des questionnements dans sa vie, c'est souvent là que mon écoute est la plus pertinente dans mon accompagnement. C'est là que du coup je vais arriver à mieux accompagner la personne. Et je mets des plantes pour qu'elle traverse ce qu'elle a à traverser. Parce que souvent, quand on a des remises en question spirituelles, on a aussi dans le corps des choses qui se passent. Hein, des personnes qui sont en burn-out, typiquement, c'est hyper intéressant de faire un accompagnement à la fois avec les plantes sur le plan physique pour réduire le burn-out, pour vraiment aider à relaxer, à détendre, à retonifier, etc. Et en même temps, c'est hyper intéressant de les amener à comprendre pourquoi le burn-out, pourquoi il est là, pourquoi cette maladie est présente. Donc ça, c'est un des cas. Après, il y a aussi des cas très pragmatiques, hein, où par exemple je peux avoir accompagné des personnes qui ont un cancer, sujet très délicat, hein, parce que justement là on flirte avec les limites légales de l'herbalisme, mais généralement je propose du coup des plantes qui vont protéger les organes vitaux de la chimiothérapie, qui vont protéger de la radiothérapie. Potentiellement, je peux aussi proposer des plantes qui vont prendre soin de la flore intestinale, etc., etc. Il y a vraiment en fait une mise en place d'une hygiène de vie qui va accompagner le traitement proposé par les médecins généralement. D'ailleurs, dans ces cas-là, je collabore avec le corps médical. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux extrêmes-là, hein. Je peux vraiment aller dans ces deux extrêmes-là. Puis après, parfois, j'ai des gens qui viennent simplement parce qu'ils ont de l'eczéma, parce qu'ils ont des douleurs articulaires, parce qu'ils ont des problèmes de digestion, des choses comme ça. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est l'accompagnement spirituel. De toute façon, quoi que j'accompagne quelque maladie que ce soit, j'amène toujours la notion de... Il y a aussi du sens à récupérer dedans. Voilà. Même un rhume. Bon, peut-être pas, mais...
Eh bien, pourquoi pas aussi, ces temps-ci, les gens essayent de soigner naturellement, même lorsqu'ils ont un rhume, et préfèrent trouver des remèdes naturels plutôt que le Doliprane, etc. Donc oui, le rhume aussi, ça peut être intéressant. Alors, donc tu es herbaliste énergéticien et sylvothérapeute, comme on l'a vu ensemble. Et donc, est-ce que tu proposes des accompagnements différents, ou est-ce que c'est toujours le même accompagnement? Non, je propose vraiment 3 accompagnements différents, avec cette idée de, quand on vient me demander... Ce à quoi je me heurte, c'est que le terme énergéticien, souvent, on va vite avoir une étiquette qui nous est collée, c'est l'illuminé complètement hippie, et je comprends. Et moi, j'ai à cœur aussi de réconcilier mon esprit pragmatique et cartésien avec mon esprit du domaine de la foi, quoi. Voilà. Du coup, effectivement, je propose deux formes d'accompagnement en fonction de qui vient me demander aussi. Donc, une personne qui veut pas entendre parler d'énergétique, qui veut pas entendre parler de magnétisme, qui veut pas entendre parler de quoi que ce soit qui ait attrait à la spiritualité, pas de souci, on va aller regarder sur le plan pur et dur physique, quoi. Et c'est super. C'est vraiment super. C'est souvent des accompagnements qui m'enrichissent énormément. Et pareil, du coup, une personne qui veut pas du tout entendre parler des médecins, qui veut pas entendre du tout parler de quoi que ce soit de trop pragmatique, j'ai la porte ouverte au niveau de l'accompagnement énergétique qui permet en douceur d'aller travailler ce qui est traversé. Ça veut pas dire qu'avec des séances de soins énergétiques, je suis en mesure d'accompagner ce qui est de l'ordre médical, hein. Enfin, ce que je suis en train de dire, c'est que concrètement, si vous venez me voir et que vous voulez pas aller voir le médecin parce que vous avez un cancer, je vais quand même vous dire allez voir le médecin, quoi. C'est quand même, c'est de mon devoir, c'est aussi déontologiquement parlant quelque chose qui me tient à cœur. Mais je vais vous accompagner sur l'aspect énergétique de ce que vous traversez avec le cancer. Donc moi, énergétique, il y a la notion de émotionnel, psychologique, et puis effectivement des mémoires transgénérationnelles, etc., quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est des accompagnements et des choses différentes que tu proposes en fonction de chaque personne qui vient te consulter, en tout cas qui s'adresse à toi. Alors par exemple, pour les séances que tu proposes en tant qu'énergéticien, les soins énergétiques, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe obligatoirement sur place, ou est-ce que ça peut se faire à distance? Si tu pouvais nous en dire plus par rapport à ça. Oui, bien sûr. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc ça a évolué avec le temps. Là, aujourd'hui, je vais proposer un accompagnement à distance. Voilà. Même si c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, mais j'ai besoin de ça aussi. Voilà. Puis ça me permettrait aussi de pouvoir accompagner des gens qui sont pas forcément proches de chez moi, mais par passant. L'idée du soin énergétique, c'est que j'applique ce que j'ai appris au Pérou avec la pratique de l'ayahuasca. Et donc, je vais utiliser notamment les chants. Des chants que je peux avoir composés, d'autres chants que je vais avoir récupérés, des chants qu'on appelle des chants en médecine. Voilà. Et ce sont des chants qui souvent dans le texte ont aussi du sens et qui vont permettre aux personnes d'avoir des mots-clés, de revivre des émotions, de retraverser certains traumas émotionnels. Donc généralement ça se passe que, le déroulé est que la personne vient à moi, on parle de ce qu'elle traverse, le temps d'anamnèse est aussi partie prenante du soin énergétique. Lors du temps d'anamnèse, du temps d'échange, on va poser une intention ensemble sur qu'est-ce que tu es venu me demander, qu'est-ce que tu es venu te demander, qu'est-ce que tu veux recevoir. À la fin de ce temps d'échange, on a une courte phrase au présent à la première personne avec un mot-clé qui va me donner un axe pour travailler sur la structure de la personne, sur la structure énergétique de la personne. Et ensuite, soit j'ai l'inspiration d'une plante que je donne, sous forme soit de gémothérapie, soit d'alcoolature, à de très faibles doses, voilà, pour ne pas risquer aucune interaction, puis en fait pour avoir simplement le contact à l'esprit de la plante. Ce que j'appelle l'esprit de la plante, c'est toute sa mythologie, c'est tout ce qu'elle va réveiller à l'intérieur sur le plan émotionnel. Je prends un exemple très concret, le chêne. Alors moi c'est mon nom de cabinet, c'est Cœur de Chêne, donc j'ai une grosse affinité avec le chêne. Le chêne, c'est la robustesse, c'est la force, c'est le courage. On le retrouve dans les fleurs de Bach d'ailleurs, sous ces appellations là. Quand j'ai en face de moi une personne qui vit quelque chose où je sens qu'elle aurait besoin de ce tonus là, de cette protection là, de cette force guerrière là, je vais lui proposer l'esprit du chêne.
On va prendre 1 ou 2 gouttes et ensuite on va faire tout un chant pour aller parler à cet esprit-là, pour aller poser dans la structure de la personne des repères, des mots-clés, et avec ça, elle fait son chemin. Elle fait son chemin vers le but qu'elle m'a donné en tout début de séance avec la phrase et le mot-clé. Voilà. Mon rôle étant d'empêcher aussi qu'il y ait une surintellectualisation dans ce moment-là. Parce que souvent les gens viennent avec des phrases déjà écrites, et je leur dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça effectivement, je peux aussi le proposer à distance, alors avec vraiment cette idée du temps d'anamnèse qui est pour moi déjà le soin énergétique, c'est-à-dire le temps d'échange, le temps d'écoute, le temps de parole, où on va aller mettre des mots sur ce que traversent les gens. Voilà. D'accord. Voilà. Et par rapport à ce que traversent les gens et les gens qui viennent te voir pour les soins énergétiques, est-ce que c'est plus pour c'est uniquement, enfin ça fonctionne comment? Est-ce que c'est pour des douleurs et des maux physiques, ou bien ça fonctionne également pour les douleurs psychiques? Alors pour les douleurs physiques, de toute façon je m'appuie sur les plantes. Moi c'est ma porte d'accès. Quand c'est physique, pragmatique, les plantes. Effectivement, j'appose les mains, mais je ne considère pas faire du magnétisme. Enfin, même si je considère que le magnétisme, c'est l'énergie qu'on arrive à tous déployer, mais passons. J'appose les mains, ça m'est arrivé avec certains parfums d'arriver à faire passer des douleurs physiques, effectivement, notamment dans le cadre de mon accompagnement à l'époque au Pérou, avec les plantes maîtresses, etc. Donc effectivement, dans une certaine mesure, oui, avec le soin énergétique, on peut aller toucher des douleurs physiques. Mais en réalité, le gros de l'accompagnement, c'est avant tout sur le psychisme. Je vais y arriver. Donc c'est vraiment effectivement plus pour les douleurs psychiques, quoi. Alors qu'est-ce qu'on appelle une douleur psychique? Voilà, une personne qui a une dépression, c'est une détresse psychique. Et c'est un des espaces où je peux proposer un accompagnement. Alors encore une fois, il y a aussi un autre point sur lequel j'aime beaucoup insister, je ne suis pas psychothérapeute. Voilà, ça c'est aussi important, j'ai vraiment à cœur de séparer tous les corps de métier. Et j'invite souvent les personnes qui viennent me voir à aussi suivre une psychothérapie. D'ailleurs j'essaye de constituer autour de moi des réseaux avec d'autres professionnels de la santé pour permettre un accompagnement le plus complet possible. Voilà. Parce que là où mes connaissances peuvent apporter, j'ai aussi des limites. Et donc j'aime à passer le relais. Voilà. D'accord. Et oui, donc justement par rapport à cet accompagnement, est-ce que c'est un accompagnement qui dure sur plusieurs séances, ou bien est-ce que le problème peut être résolu en une seule séance? Alors cette question, comment dire, moi je crois pas au miracle, dans le sens on va résoudre comme ça en claquant des doigts quelque chose. C'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Pour moi, le miracle est un chemin. Voilà. Donc, j'ai envie de répondre non. C'est pas en une séance. Et en même temps, c'est possible. C'est possible, mais ça dépend de la personne et de la maturation de son processus. Mais voilà, moi, c'est le genre de question que j'aime à démonter quand on vient me voir en me disant « Ah, mais combien de séances ça va prendre ?» Mais en fait, j'en sais rien. Je veux dire, combien de séances ça va prendre, c'est la question que je vais vous poser aussi, quoi. Et on va voir ensemble. C'est un chemin, quoi. On cherche beaucoup de gens qui viennent me voir sont passés par la médecine en espérant y trouver des réponses et en n'en trouvant pas. Et souvent, on a la lourde tâche de répondre à leurs attentes, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment pas du tout. C'est vraiment pas du tout notre rôle, quoi. En tant qu'accompagnant, de répondre aux attentes des personnes quand elles sont, comme celle-ci, dans un dépôt total du pouvoir personnel. Quand on vient en me disant « Est-ce que vous pouvez me guérir en une séance ?» j'entends « Est-ce que vous pouvez claquer des doigts pour moi et me régler mon problème ?» Ça serait prendre le pouvoir sur la personne, quoi. Et je trouve pas ça aligné. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Tout à fait, si, justement. Alors, suite à cette réponse, ça me fait penser, est-ce que, justement, la personne qui vient te voir doit être dans un état d'esprit particulier, y croire, vouloir constater un changement dans sa vie, ou est-ce que, certaines personnes peuvent se dire, tiens, je vais aller essayer, je vais faire une séance de soins énergétiques, d'herbalisme, etc. Ouais. Dans quel état d'esprit il faut être lorsqu'on souhaite te consulter? Alors, moi, ma devise, c'est que je prends la personne telle qu'elle est. Ça, c'est vraiment...
C'est presque un enseignement christique, hein, la notion d'accepter son prochain, quoi. Donc si vous êtes profondément pragmatique, je vous prends profondément pragmatique, quoi. Pas de souci, cartésien, pas de souci. Et je vous accompagnerai avec ce qu'on est capable de faire ensemble. Sachant qu'évidemment, personnellement, je suis pas à 1000% cartésien, et donc on va forcément avoir des endroits où ça va ne pas accrocher, quoi. Mais non, j'ai pas envie de dire aux gens, vous devez venir comme ça pour bénéficier de mes soins, pas du tout, quoi. Bien sûr qu'une personne qui vient déjà prédisposée à recevoir, déjà dans une dynamique où elle est autonome sur son chemin de guérison, aura entre guillemets plus de chance. J'aime pas ce que je suis en train de faire, c'est des généralités, hein, mais enfin voilà, pour répondre un peu factuellement, quoi. Elle aura certainement plus de chances de guérir parce que par autodétermination, elle va déjà se favoriser le chemin. Après, une personne qui vient à moi en me disant mais moi de toute façon je pense que je vais pas guérir, on va aller toucher ça, hein. Je vais lui dire écoute, ce que j'entends c'est que tu veux pas guérir, et c'est ok. Dans une interview que j'ai écoutée, parce que j'adore ce que fait donc Christophe Bernard, voilà, ponte des herbalistes, un des profs de l'ELPM, de l'école des plantes de Lyon. Il interviewait la doyenne de Flora Medicina, donc une école d'herboristerie du Canada, et elle disait mais en fait que tu veuilles pas guérir, c'est complètement ok, quoi. On a le droit de ne pas vouloir être en bonne santé, quoi. C'est aussi un des paramètres à inclure dans nos vies. Le devoir de la santé, entre guillemets, à quoi bon ? Voilà, à quoi bon ? Bien sûr que je me battrai toujours pour le bien-être et la santé, moi c'est mon corps de métier, c'est ce que j'ai envie d'incarner ici. Mais une personne qui vient me voir et qui est désespérée et qui veut pas guérir, si on touche vraiment profondément cette notion-là, je vais pas forcer ça. Je vais pas forcer ça. Je sais pas si... oui, si. Mais, non, on va poursuivre dans quelques instants, mais c'est le moment de passer à la première page promotionnelle. On va partager tes coordonnées avec nos auditeurs et auditrices, et on va poursuivre la discussion dans quelques instants. Vous pouvez également envoyer vos questions sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant, et également appeler au 08 92 23 95 20. Donc nous allons passer à présent à la première page promotionnelle. C'est le moment pour vous de prendre de quoi noter pour pouvoir retrouver notre invité après cette émission. Ce soir sur Radio, ici et maintenant 95.2 FM, nous sommes en compagnie de Simon Tell, énergéticien, sylvothérapeute, herbaliste. Vous pouvez le retrouver après cette émission en allant sur Internet et en allant sur son site internet coeurdechaîne.fr. Alors coeur-de-chaîne.fr. Vous pouvez également, pour toutes vos questions, lui adresser un email à l'adresse mail suivante: simon@coeurdechaîne.fr. simon@coeurdechaîne.fr. Alors cœur de chaîne, à chaque fois vous mettez un tiret entre chaque mot, un tiret du milieu. Et donc vous pouvez également appeler notre invité pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec Simon Tell. Vous pouvez l'appeler au 06 42. C'est pas bon le numéro, donc je vais vous donner un autre numéro dans quelques instants, mais je vous donne tout de même l'Instagram de notre invité. Et je le laisse noter le nouveau numéro. Donc son compte Instagram, pour retrouver Simon Tell sur Instagram, il suffit d'aller chercher sur Instagram cœur de chaîne, donc cœur, ensuite le chiffre 2, chaîne. C'est uniquement sur Instagram que vous mettez le chiffre 2. Et sur Facebook, retrouvez notre invité en allant dans le moteur de recherche et en tapant Simon Tell, cœur de chaîne. Tell, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça, donc je vous le dis tout de suite, T-H-E-L, Simon Tell, cœur de chaîne sur Facebook. Et merci pour prendre rendez-vous avec lui, pour l'appeler. Le numéro, notez bien, c'est donc le 07 80 99 84 89, je répète, 07 80
99 84 89. Donc vous avez à présent toutes les informations pour retrouver notre invité après cette émission. Le site internet donc coeurdechaîne.fr avec un tiré du milieu. Simon@coeurdechaîne.fr pour l'adresse email avec un tiré du milieu entre chaque mot pour Cœur de Chaîne. Le numéro de téléphone 07 80 99 84 89. Le compte Instagram et le Facebook. Et puis voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter, on va rappeler ces informations d'ici une trentaine de minutes. Et puis, si vous tapez tout simplement sur un moteur de recherche Simontel, donc Simontel THEL, vous tomberez directement sur son site internet. Alors on poursuit l'émission Santé Spiritualité avec notre invité. Oui, donc par rapport à ce que tu nous expliquais sur les personnes qui n'ont pas forcément envie de guérir, justement, je me demandais, est-ce que c'est possible? Ça existe des gens qui n'ont pas envie de guérir et d'aller mieux? Ouais, alors c'est souvent une question qui fait beaucoup réagir. C'est compliqué, et puis souvent en fait dans l'accompagnement, c'est aussi, ça demande beaucoup de tact d'accompagner une personne qui entre guillemets ne veut pas guérir. C'est pas sur le plan de la volonté consciente, c'est vraiment ailleurs quoi. Mais parfois on s'est mis sur notre chemin, on s'est mis une maladie qui veut nous faire traverser certaines choses, enfin qui est là pour nous faire traverser certaines choses, et c'est trop dur d'aller regarder ces choses-là. Ouais, c'est comme ça. C'est ça que j'appelle quelqu'un qui ne veut pas guérir. Encore une fois, tout de suite, ce qui fait réagir, c'est cette notion de jugement. Ah, mais comme ça, je ne veux pas guérir. Je viens vous demander de guérir. Alors, comment ça, je ne veux pas guérir? Ouais, non, c'est pas là que ça se joue, quoi. C'est vraiment dans l'inconscient de la personne, alors. Entre autres, voilà. Parce qu'il y a des schémas d'allégeance à la lignée, d'allégeance à des schémas transgénérationnels, à des comportements qui sont parfois du domaine de l'inconscient collectif. Il y a aussi parfois en fait ce qu'on pourrait appeler un gardien, c'est-à-dire un fonctionnement, un schéma interne à la psychologie de la personne qui la protège, parce que toute petite elle a eu besoin de se construire cette protection-là, et que d'aller à l'encontre de ce schéma psychologique-là, c'est se mettre en danger intuitivement, profondément, donc viscéralement, j'ai envie de dire, émotionnellement. Ouais, c'est ça que j'appelle quelqu'un qui ne veut pas guérir, quoi, entre guillemets. D'accord. Eh bien, je pense qu'on a un appel d'auditeur. Je rappelle le numéro du standard pour vos questions. C'est le 08 92 23 95 20. Pour vos questions à notre invité, c'est le 08 92 23 95 20. On attend vos appels. Simon, on a Didier qui souhaite poser une question. Bonsoir Didier. Oui, merci Morgane. Je suis pas sûr d'avoir retrouvé le personnage de Simontel sur mon ordi, mais bon, j'espère qu'il m'entend. Oui, je vous entends, ouais. Oui, il y a un petit décalage avec l'image diffusée sur Internet. Ouais, comme chaque fois, ouais, bien sûr. Alors on écoute la question, Didier. Est-ce que notre invité m'entend? Oui, je vous entends, ouais. Non, mais je vous entends. Bonjour Simon. Bonjour Didier. Ah oui, moi j'aime bien. T'as un bon look, tu inspires confiance. Ouais, merci. Et puis un mec de Silva Thérapie, c'est toujours inspirant.
Bon, très bien. Tu as prononcé quelques mots quand même depuis le début de ton intervention, si je peux me permettre de te tutoyer. Tu as parlé 2-3 fois d'Amazonie, tu as parlé 3 fois d'ayahuasca, et ça laisse un peu sur sa faim, et de plantes maîtresses surtout. Ouais. Alors, question, est-ce que tu peux dire qui en Amazonie t'a initié? Est-ce que tu es allé jusqu'à Iquitos par exemple? Alors, en réalité, donc oui, je suis allé à Tarapoto, je suis allé à Iquitos, je travaillais dans l'équipe donc le nom. Tarapoto, d'accord. Ouais, c'est ça. Le nom à l'époque du groupe dans lequel j'ai travaillé et appris, c'était Kuriwasi, voilà. Un groupe qui s'est dissous, passons. Et donc j'ai pas été initié par un maestro comme ça devrait se faire et comme j'aimerais le faire. Moi j'ai pratiqué et j'ai arrêté. Tout simplement parce que c'est un domaine très compliqué, l'ayahuasca. C'est quelque chose qui me colle à la peau, la preuve, bon, j'en parle parce que c'est ma porte d'entrée dans les plantes. Aujourd'hui j'ai pris du recul avec ça et j'aimerais rencontrer un maestro avec qui me former, un vieux. Voilà, un vieux de la vieille, quoi. Pour moi c'est primordial en fait aujourd'hui, après avoir fait l'expérience, pour moi c'est primordial. Avec les mêmes plantes? Avec l'ayahuasca, oui, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose. En France, c'est interdit. C'est quelque chose qui est très codifié. Oui. Et bon, c'est pas quelque chose que j'aimerais ramener en France. Voilà, c'est quelque chose. Au Pérou, bon, d'ailleurs, il y a du tourisme autour de ça. Au Pérou, c'est pratiqué. C'est possible d'aller le pratiquer. Je conseille pas nécessairement parce que ça demande à être vraiment bien renseigné. Hein, c'est aussi des voies de perdition. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apprendre avec quelqu'un qui, pour moi, est droit dans ses bottes et connaît cette médecine. En fait, tu n'as pas renoncé, quoi. Non. Ah bah c'est une voie de perdition, mais c'est une voie aussi où on se retrouve. Et c'est vraiment la puissance de ces plantes, la puissance du savoir lié à ces plantes, des tribus là-bas, qui se perdent, hein, parce que les tribus sont décimées, hein, qu'on soit clair. Mais tout ce savoir ancestral, en fait, c'est ce qui, dans notre société, nous manque profondément. D'ailleurs, les rites initiatiques et tout ça, c'est des choses qui manquent. C'est pour ça qu'on recherche le danger aujourd'hui dans nos sociétés, quoi. Guillermo Arevalo ? Non. Et personnellement, je l'approcherai pas. Voilà. J'en dirai pas plus ici sur les ondes, mais on pourrait en parler si tu veux en privé, mais voilà. D'accord. Ouais. Voilà Didier, est-ce que tu avais une autre question ? Non, c'est déjà une bonne réponse. Ouais, en tout cas, voilà, ça me colle à la peau, hein, parce que c'est le genre de question que j'ai souvent. Alors qu'en réalité, le propos, en tout cas ce soir, moi ce que j'aimerais amener comme propos, c'est comment faire en France avec des plantes de France, pas forcément antéogènes, pas forcément hallucinogènes. Justement, voilà. Oui, il y a une épisode intéressante m'a interpellé, c'est quand des amateurs sont allés chercher Guillermo justement à l'aéroport et qu'ils sont revenus vers Paris ayant couvert 30 km et il y a un moment où passant devant la nature il y avait du gui dans les arbres, au sommet des arbres, et Guillermo a dit « Ah, ça, c'est chargé de ce qu'il faut. » Ouais, oui, c'est le gui, enfin voilà, moi je suis en Bretagne, le chêne, le gui, c'est deux plantes entre guillemets maîtresses. C'est pas le terme qu'utilisent les druides, mais c'est deux plantes enseignantes, puissantes. Hein, pour moi, le chêne, c'est comme pour le tabac, c'est le lien avec le monde des esprits, avec les autres plantes. C'est lui qui enseigne toutes les autres plantes. Ouais, bon, c'est ma vision de ce qu'est le chêne, quoi. Et le gui... Ça confirme. Et Guillermo, à distance, dans une voiture qui passait devant le paysage, il a été capable de dire, tiens, désigner d'un doigt, cette plante, c'est une plante de sagesse. Moi, j'ai vraiment aussi une autre approche, c'est que pour moi, il n'y a pas de plante qui ne soit pas des plantes de sagesse. Même la laitue, hein. C'est ridicule quand on le dit comme ça. Mais bon, ça apprend la simplicité, hein. Je veux dire...
Voilà. C'est génial ce que tu dis, ouais. Voilà. Bien, merci. Avec plaisir. Tu es un personnage sympathique pour moi. Merci. Je te remercie. Ouais, bah avec plaisir. Ouais. Merci, au revoir Didier. Je rappelle le numéro pour vos questions à notre invité Simon Tell, c'est le 08 92 23 95 20. Simon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la question ou... Non, c'est... Ok, nous poursuivons donc l'émission Santé Spiritualité avec notre invité. Vous pouvez toujours appeler bien sûr pour poser également vos questions. Nous poursuivons l'interview. Alors Simon, huile essentielle, eau florale, infusion, teinture, sous quelle forme est-ce que tu utilises les plantes pour bénéficier au mieux de leurs propriétés thérapeutiques ? Eh ben, ça dépend du cas. Alors, il faut savoir qu'on choisit la galénique en fonction des principes actifs qu'on veut toucher, qu'on veut extraire. Pour donner un exemple, tout ce qui va être principe actif liposoluble, c'est-à-dire qui se solve dans la graisse, dans les lipides, pour le coup, on va utiliser une macération dans de l'huile. Donc, je prends l'exemple notamment, par exemple, le millepertuis, quoi. À utiliser, alors j'en profite pour mettre les précautions d'usage. Voilà, le millepertuis qu'on utilise pour les brûlures et dont il ne faut pas faire usage en se mettant au soleil, parce que c'est photosensibilisant. Voilà. Déjà que l'huile en tant que telle en fait fait effet loupe et peut augmenter le risque de brûlure lié au soleil. Enfin voilà, en plus l'hypéricine, l'un des principes actifs du millepertuis, est photosensibilisante. Voilà. Donc on va utiliser l'huile pour les liposolubles, on va utiliser l'alcool pour extraire les principes actifs les plus fragiles à la chaleur et qui sont hydrosolubles. Je pense notamment donc les fameux composés salicylés de la reine des prés, etc. On va les extraire dans l'alcool parce qu'au-dessus de 70 degrés on les perd. On va utiliser l'eau parce que c'est l'un des moyens les plus simples et les plus disponibles pour tout ce qui va être principe actif donc hydrosoluble. Les huiles essentielles, là aussi c'est des principes actifs volatiles, donc si on fait une décoction, si on fait une infusion, on risque d'en perdre. Donc là c'est vrai que le top c'est de faire directement une extraction, donc une 1, 2, 3... Si ça c'est le comble. non mais enfin voilà avec le c'est terrible de perdre ces mots là parce que c'est vraiment la base de la distillation. Merci. Voilà, la distillation. Je l'avais en plus. Dans l'alambic. Voilà, donc là effectivement vu que c'est en huis clos, enfin, que le passage de la vapeur n'est pas perdu, on récupère tous les principes aromatiques et on finit donc avec 2 produits, d'un côté l'hydrolat et de l'autre côté les huiles essentielles. L'hydrolat en fait c'est l'eau avec un peu d'huile essentielle, et les huiles essentielles c'est les huiles essentielles quoi, les principes aromatiques. Donc voilà, déjà en fonction des plantes et des principes actifs, on adapte la galénique, l'art de préparer. Et ensuite, en fonction de la personne en face de nous, on va aussi adapter la galénique. Parce que si j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie et je ne bois pas, donc je ne vais pas faire de tisane, je vais lui dire oui, bon, ça serait top parce que, mais si vraiment ça bloque, je lui propose des alcoolatures. On n'aura pas forcément la même pertinence. Par exemple, l'alcoolature est fortement déconseillée dans les cas de sevrage d'alcoolisme ou post-alcoolisme. C'est parce que ça peut réveiller l'addiction à l'alcool. Donc dans ces cas-là, on va pas du tout utiliser l'alcool. Voilà. En gros, voilà, c'est ça, c'est qu'on adapte. On adapte vraiment en fonction du cas. Ce qui fait que souvent, quand j'ai des gens qui me demandent « Ah bah tiens, j'ai mal telle part, qu'est-ce que je peux prendre ?» je réponds je sais pas vraiment, je sais plein de choses, mais il va falloir qu'on regarde ensemble. Alors justement, je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques un peu comment ça se passe aussi les consultations que font les gens, comment ça se passe les consultations en tant qu'herbaliste. Est-ce que c'est toi qui prépares bien ces différentes préparations, ou est-ce que tu donnes les recettes? Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne.
Alors dans l'idéal et dans l'idéalisme que j'en ai, à terme j'aurai mon petit jardin médicinal et puis les gens viennent à moi et j'ai dans mon jardin de quoi les sustenter. Alors ça c'est dans l'idéal, hein, parce qu'en pratique je suis pas sûr de pouvoir arriver à ce stade-là. L'herbaliste, il a plusieurs casquettes et ça va du producteur au conseiller. Et généralement en fait quand on veut vraiment bien faire l'une des casquettes, il faut y aller à fond. Donc produire, transformer, c'est un métier à part entière. Hein. C'est vraiment un métier à part entière. Enfin d'ailleurs produire c'est un métier à part entière, transformer c'est un métier à part entière. Dans l'idéal j'aimerais avoir quelques produits issus de ma propre fabrication, mais ça demande derrière d'être validé par des labos, ça demande que j'ai l'autorisation de les distribuer, et donc souvent en fait pour que ce soit rentable, il faut que j'aille les distribuer en magasin, et donc j'y passe mon temps, donc je peux plus faire de conseils. Donc voilà, donc l'idéal effectivement j'aimerais proposer, mais c'est pas le cas. Et aujourd'hui, même si je peux donner la recette, et puis on peut les trouver très facilement en réalité, hein, les recettes sur internet, et il y a beaucoup de formations aujourd'hui. Alors ayez du discernement parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises formations, voilà, c'est comme ça, avec le boom en ce moment des trucs CPF et tout ça, on tombe aussi sur pas mal de choses qui sont pas forcément qualitatives, mais c'est comme ça. Voilà, Christophe Bernard, si jamais vous voulez une formation, Christophe Bernard, voilà, l'école des plantes de Lyon, toutes les écoles qui relèvent de l'ARH, donc l'association pour le renouveau de l'herboristerie, ont quand même un très bon savoir et ils vont vous apprendre comment faire vos propres remèdes. Ça, voilà, c'est top. Je peux conseiller, mais souvent on n'a pas le temps. Quand on vient me voir avec quelque chose à régler, on est là, oui, mais j'aimerais avoir quelque chose à disposition et passer. On vient avec un rhume, hein, on veut pas boire de tisane de thym, on n'en a pas dans le jardin, on voudrait une alcoolature, il faut déjà le temps de solve, c'est-à-dire le temps où le thym va rester dans l'alcool. Et souvent en fait on est déjà guéri qu'on n'a même pas fini le solve de nos thym. Donc autant aller l'acheter en magasin. Et dans ce cas-là, je vais conseiller. Ce que je cherche moi activement aujourd'hui, c'est en Bretagne, parce que je viens de m'implanter en Bretagne, des acteurs locaux avec lesquels collaborer pour dire vous voulez une alcoolature de thym, allez voir telle personne, elle l'a, et c'est du local, c'est du bio, c'est du bon, c'est fait avec amour et ça nourrit du sens. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. En gros, je conseille, et souvent je conseille des produits à acheter déjà tout prêt. S'il y a le besoin, je peux accompagner pour préparer, etc. Mais c'est rare. Voilà. D'accord. Et donc la plupart du temps, tu nous expliquais tout à l'heure que les personnes disaient qu'elles n'avaient pas forcément le temps de faire les préparations et tout. Et justement, est-ce que donc ces produits déjà préparés sont tout de même fiables et satisfaisants ? Tout dépend, encore une fois, tout dépend où on se fournit. Et puis voilà, moi j'ai rencontré sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui étaient à la pointe de leur art au niveau de la transformation et qui me disaient, mais voilà, des huiles essentielles dans le commerce aujourd'hui, s'il y en a une sur deux qui est bonne, c'est déjà bien. Alors moi j'exagère un peu les chiffres, hein, mais voilà... effectivement, quand on commence à vraiment connaître l'envers du décor, on se rend compte... déjà, n'achetez pas vos huiles essentielles sur Aromazone, ça c'est hors de question. Voilà. Et puis voilà, après trouver un producteur de qualité, c'est pas évident, c'est primordial, c'est aussi mon travail de vous mettre en contact avec des producteurs que je considère être de qualité. Pour les Suisses, Aries, topissime. Passons, c'est pour les huiles essentielles. Mais oui, après, quoi qu'il arrive, on trouve quand même des produits d'assez bonne qualité, notamment dans les magasins bio ou des choses comme ça. Bon, encore une fois, il faut connaître l'envers du décor pour vraiment se rendre compte de tout, quoi. Mais bon. Et est-ce que tu donnes aussi des conseils en cosmétique là, puisque tu as parlé de Aromazone, ça m'a fait penser que... c'est pareil, la cosmétique, les sciences de laboratoire, c'est aussi très réglementé. Voilà, j'ai une amie, d'ailleurs, petite pub au passage, Nateclo, lyonnaise, elle fait de la cosmétique à base de rose, c'est super. Voilà, si jamais vous êtes intéressé pour de la cosmétique, soin de peau, tout ça, la rose c'est top. Pour ses tanins, etc. Puis pour la fraîcheur que ça apporte à la peau. Bref, passons. Effectivement, moi je fais pas de conseils cosmétiques, déjà parce que c'est pas mon domaine. Je vais dire quelque chose d'assez caricatural, mais bon, je suis un mec, quoi. Donc moi le matin, je me passe pas de pommade. Voilà. Et puis c'est un métier à part entière. Et il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'herbalisme. Et d'ailleurs, c'est la majorité, hein, les herbalistes sont pour la plupart des femmes, qui elles ont cette sensibilité-là. Donc je vous invite à aller les voir.
Mais tu disais tout à l'heure que, enfin là c'est pas le cosmétique, mais par exemple les personnes qui ont des problèmes de peau, etc., comme l'eczéma, etc., tu peux tout de même les accompagner, n'est-ce pas? Oui. Alors parce qu'il y a vraiment, c'est pareil, souvent on cantonne, on cloisonne dans notre esprit occidental. Ah oui, les problèmes de peau, donc c'est cosmétique et c'est la peau. L'eczéma par exemple, non, il n'y a pas que la peau qui est touchée, quoi. Il y a vraiment une notion de les organes émonctoires sont déjà bien saturés et la peau prend le relais. Et bon, c'est pas que ça, hein. Attention, c'est pas que ça, c'est une simplification que je fais là, hein. Mais voilà, la peau prend le relais et donc du coup elle finit par avoir des réactions qui sont pas saines. Et souvent quand je vais travailler sur l'eczéma, je vais aussi beaucoup travailler sur le foie, sur les émotions, sur le stress, voilà, parce qu'on se doute pas, mais en réalité l'eczéma c'est la face émergée de l'iceberg. La face immergée de l'iceberg, c'est tout un terrain qu'il faut aller rééquilibrer. Et donc non, je vais pas faire de conseils cosmétiques, même si je vais proposer des huiles à appliquer en externe, mais ce sera des huiles, le plus souvent des huiles thérapeutiques. Voilà. Moi je fais vraiment cette distinction là, comme on l'a fait dans le commerce, du cosmétique et du thérapeutique, même si encore une fois Nat et Clo, la marque et la représentante Chloé peuvent en parler, c'est du soin, hein, la cosmétique, mais voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Je rappelle qu'on est sur Radio Ici et Maintenant. C'est l'émission Santé Spiritualité en compagnie de notre invité Simon Tell, herbaliste, sylvothérapeute, énergéticien. Alors Simon, as-tu déjà pensé que l'herbalisme pouvait être un appel, que c'est quelque chose qui répond à un profond besoin de la société d'avoir quelqu'un qui puisse être l'interface avec la santé au naturel? Cette question, je réponds évidemment oui, et tout simplement parce que les herbalistes aujourd'hui, moi ce qui m'a amené à cette voie-là, c'est l'archétype de l'alchimiste et de ses potions. Et voilà, et les gens aujourd'hui qui sont attirés par l'Amazonie et les chamans, c'est la même chose, c'est cet appel profond de retrouver dans notre cosmogonie cette place qui était donnée à certains dans la tribu, de guérisseurs, de liens entre les mondes. Parce qu'on parle du monde des plantes, mais on parle du monde des esprits, on parle du monde de l'imaginaire, on parle de tout ça, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il y a un appel profond de beaucoup de gens sous cette forme-là, et en ce moment, il y a aussi un appel profond de gens qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui sont pas dans ces considérations d'esprit, de spiritualité ou quoi ou qu'est-ce, et c'est très bien, j'honore ça, c'est vraiment primordial, parce qu'il y a la notion de les médicaments qu'on prend, souvent, et je vais taper ouvertement sur la pharmaceutique, mais bon, c'est comme ça. Les médicaments qu'on prend sont souvent aussi avec des conséquences. Bon, c'est le cas aussi des plantes, hein. Encore une fois, c'est pas pour dire ah oui, les plantes c'est tout bon et les médicaments c'est tout mauvais. Non, c'est pas ça, quoi. Mais souvent, on a, par exemple pour la gestion de la douleur, de prendre à répétition des Doliprane et des ibuprofènes, etc., ça va être hépatotoxique. Et on peut pallier ça, en fait. Voilà, on peut, avec des produits naturels, proposer des réponses qui sont peut-être pas aussi fulgurantes qu'un Doliprane, quoique. Encore une fois, ça dépend aussi des sensibilités de chacun. Moi, je sais quand j'ai un maux de tête, hein, si je prends un peu de menthe poivrée sur le bord des tempes, généralement ça passe. Ça dépend lesquels maux de tête. Encore une fois, c'est pas un conseil comme ça. C'est pas tous les maux de tête qu'on soigne avec de l'huile essentielle. Hein, c'est comme ça. Bref. Mais voilà, c'est effectivement des gens vont venir chercher ça parce qu'il y a. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a des millénaires de pratiques derrière l'usage des plantes. Il y a des millénaires de pratiques. Ça, c'est un fait. Il y a des millénaires de pratiques. Alors que l'allopathie actuelle, moderne, c'est un siècle. Voilà. Justement, alors non, voilà, c'est juste une question à part, pas forcément en lien avec la question précédente, mais je voulais savoir ce que signifiait l'ancrage pour toi. Le chêne, quoi. Non, mais alors l'ancrage, oui, c'est pareil, c'est des notions. J'adore déconstruire le vocabulaire qu'on utilise dans le monde spirituel. Hein, parce que souvent, je croise des gens qui me parlent d'ancrage en étant complètement perchés. Et bon, tant mieux. Enfin, je veux dire, il faut explorer aussi ces espaces imaginaires et c'est important parce que ça vient nourrir notre monde intérieur. Ça nous fait explorer des espaces de nous, notamment nos espaces entre guillemets de toute puissance. C'est super, mais il faut pas oublier. Voilà, l'ancrage, moi, c'est le quotidien, quoi. C'est bonjour, ce matin, je dois aller travailler, quoi.
Ce matin, je dois aller faire mon job qui me plaît pas forcément, mais que je fais pour ma famille. Et voilà, pour moi, c'est ça l'ancrage. J'ai vécu une expérience extrêmement puissante, qui a été l'expérience la plus spirituelle de ma vie, et ça a été la perte de mon premier fils. Alors, une fausse couche, mais moi, je considère vraiment ça comme une perte d'un enfant, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, la claque qui m'a été donnée, c'est ça, c'est, voilà, t'es dans le quotidien, et là, t'es ancré, quoi. Ah, bonjour. C'est dur. Hein, la vie est... L'ancrage, c'est ça. Hein. Moi, je vois le chêne et la tempête, quoi. Le chêne, l'ancrage, la racine profonde du chêne, c'est faire face. C'est faire face. Ouais, il y a cette notion-là. Et est-ce que tout le monde est bien ancré ou... Tout le monde, alors non, évidemment. Parce que tout le monde se réveille, va travailler, etc. Mais... Oui. C'est le rapport à tout ça. C'est ça ma notion de l'ancrage. C'est le rapport à tout ça. Quand on est en fuite de tout ça, et qu'on est en fuite de sa fuite, là, on n'est pas ancré. Alors, d'accord. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'exprime, mais il y a vraiment ce truc d'être présent, quoi. Voilà, radio ici et maintenant. Et, là, on est bien présent. En tout cas. D'en parler, voilà. Voilà, être présent, et être présent, c'est parfois pas agréable. L'ancrage, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'art de retrouver l'équilibre. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que certaines plantes peuvent nous aider à trouver cet équilibre, justement ? Complètement, ouais. Bah, le chêne. Ah oui, le chêne. Voilà, le chêne, notamment. Pas que, hein. Après, c'est jamais, encore une fois, c'est jamais miraculeux. C'est-à-dire que les plantes ne nous donnent pas comme ça cadeau. Tiens, tu vas recevoir l'ancrage. Non, elles nous accompagnent sur un chemin. Elles nous accompagnent sur le chemin de l'ancrage. Et ensuite, c'est à nous de faire le travail. Elles nous apportent les outils pour redevenir nous-mêmes acteurs de notre ancrage. Quelque soit, on prend la thématique de l'ancrage, c'est une des thématiques que je peux accueillir dans le cabinet. Mais voilà, c'est comment je redeviens souverain de mon espace. Dans les voies des plantes amazoniennes, souvent il y a quelque chose aussi qui est amené aux pratiquants, et il y a cette notion de mais attention, l'ayahuasca c'est super, mais il faut apprendre à s'en dissocier aussi, parce que sinon on perd complètement sa souveraineté, son ancrage. Voilà, on se perd dedans. On retrouve ça avec beaucoup de plantes entéogènes, on retrouve ça notamment avec le fameux cannabis qui sape toute forme de volonté, qui aspire toute forme de volonté. Voilà, c'est un vaste sujet aussi, le cannabis. Alors, on va poursuivre l'émission et il nous reste encore du temps avant la fin. Juste avant, je souhaite donc rappeler les coordonnées de notre invité. C'est la deuxième page promotionnelle. Vous pouvez également en profiter pour poser vos questions. Voilà, notre invité en composant le 08 92 23 95 20. Et tout de suite, donc, deuxième page promotionnelle. Donc ce soir, nous sommes en compagnie de Simon Tel, énergéticien, sylvothérapeute, herbaliste. Vous pouvez le retrouver après cette émission en consultant son site internet. Alors le cabinet de Simon Tel se trouve à Quimper, mais bien sûr il vous propose aussi des consultations à distance. Pour plus de renseignements, vous pouvez l'appeler au 07 80 99 84 89, je répète, 07 80 99 84 89. Vous pouvez consulter également son site internet cœurdechêne.fr, cœur-de-chêne.fr, c'est un tiret du milieu. Et vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante, simon@cœurdechêne.fr, avec encore une fois un tiret du milieu entre chaque mot. Et puis vous avez aussi la possibilité de le retrouver sur Instagram et également sur Facebook. Sur Facebook, Simon Tel Cœur de Chêne, et sur Instagram, Cœur de Chêne, tout attaché. Et là, 2, c'est le chiffre 2 que vous notez entre cœur et chêne. Et donc pour l'orthographe donc de Tel, c'est THEL.
Et sur un moteur de recherche, vous pouvez également taper le nom et prénom de notre invité. Vous tomberez directement sur son site, Simontel, donc sur un moteur de recherche. Je répète rapidement les infos pour que vous puissiez vérifier afin de voir si vous avez tout bien noté. Le numéro 07 80 99 84 89, le site internet cœurdechaîne.fr avec un tiret entre chaque mot, un tiret du milieu. L'adresse email simon@cœurdechaîne.fr, encore une fois un tiret du milieu entre chaque mot. Instagram Cœur de Chaîne, Facebook Simontel Cœur de Chaîne. Voilà, vous avez toutes les informations et on vous rappellera toutes ces informations aussi avant la fin de l'émission, d'ici une trentaine de minutes. Et oui, ça passe extrêmement vite. Il nous reste que 30 minutes, mais bon, j'espère qu'on va réussir à aborder quand même plein d'autres sujets. Et aussi vos questions, bien sûr, vous pouvez, auditeurs, auditrices, les poser sur notre compte Instagram ou bien en appelant au 08 92 23 95 20. Simon, peux-tu nous dire si tu as eu un obstacle pour devenir herbaliste? Est-ce que voilà, tu as rencontré des difficultés tout au long de ton parcours? Qu'est-ce que ça veut dire devenir herbaliste? C'est la première question qu'on devrait se poser avant ça, parce que pour moi c'est pas juste avoir un titre professionnel. Pour moi c'est un mode de vie, donc j'ai envie de dire oui, j'ai eu plein d'obstacles avant de me considérer moi-même comme un herbaliste, et ensuite même pragmatiquement parlant de devenir professionnel dans le milieu de l'herbalisme. Aujourd'hui j'en vis malheureusement pas. Parce que je suis débutant, débutant, ça fait depuis 2014 que je travaille avec les plantes et le soin, mais quoi qu'il arrive, c'est très peu en fait, quand on regarde les pontes du domaine. Passons. Donc effectivement, j'ai pas mal d'obstacles, et notamment le premier obstacle que tout un chacun rencontre, c'est comment bien me former, avec quel argent, et comment vivre. Voilà. Comment vivre au quotidien de ça. Parce que autant dans mon quotidien, je peux aller cueillir des plantes sauvages pour me soigner, je peux aller cueillir des plantes sauvages pour me nourrir, mais donc, de toute façon ça remplit pas toute l'assiette de toute ma famille, sinon il faudrait que j'y passe un temps fou, évidemment. Et après ça, de toute façon, ça me permet pas de me payer mon ticket de train pour venir ici, quoi. Donc voilà, ça c'est le gros obstacle dans la profession aujourd'hui, c'est comment arriver à en faire son beurre, quoi. Et encore une fois, il y a plein de façons de faire, et aujourd'hui il y a beaucoup de paysans herboristes qui travaillent avec des labos, qui travaillent avec des fournisseurs, etc. C'est souvent la voie la plus représentée, entre guillemets, transformation, production. Le conseil, c'est pas évident, surtout que on rentre entre guillemets en concurrence avec les naturopathes, qui pour moi sont en fait des confrères en réalité, quoi. Même si on n'a pas exactement la même approche, on partage un très gros tronc commun. Puis qui plus est, si on n'est pas dans une grande ville, ce qui souvent est une aspiration des herbalistes, de se retrouver dans la nature, c'est compliqué ensuite de faire du conseil. Moi je me retrouve dans une petite ville non loin de Quimper, pour faire venir les gens chez moi, il faut qu'ils prennent la voiture, et c'est pas forcément tout le temps évident. C'est pour ça que, encore une fois, l'accompagnement à distance, en visio, pour moi ce serait une super opportunité, pour me permettre de vivre pleinement de mon activité d'herbaliste. Et donc oui, tu proposes aussi les consultations par visio, c'est ça, avec, c'est ça, voilà. Alors, donc on a parlé des soins énergétiques, on a parlé de l'herbalisme. Alors les bains de forêt, comment ça se passe? Ouais. Alors du coup, ayant déménagé, les bains de forêt ont tout simplement pour l'instant été mis en stand-by. Et puis généralement, en fait, c'est un temps où on se retrouve dans la forêt et où je vais partager souvent autour d'un thème plein de notions entre les histoires qu'on peut en raconter, donc les légendes, les mythes, mais aussi l'histoire avec un grand H, parler je me documente sur le sujet, puis je vais vous parler du chêne dans l'histoire, en fait, comment ça se fait que le chêne en telle année a été un symbole puissant dans telle civilisation, etc. Passons. Et je vais aussi parler des plantes médicinales, des plantes comestibles, et on va aussi faire tout plein d'exercices, comme on retrouve en sylvothérapie, donc parfois avec le groupe avant Covid,
Voilà, c'est comme ça, mais on peut être amené en fait à faire des exercices qu'on va transposer ensuite sur les arbres, se prendre dans les bras les uns les autres pour sentir ce que ça nous fait, ensuite aller le faire avec les arbres, se toucher les uns les autres pour sentir les textures et aller toucher les arbres, voilà, écouter, fermer les yeux, écouter, se laisser guider par quelqu'un, par la voix de quelqu'un qui nous dit maintenant que tu as fermé les yeux, tu marches et tu fais attention à ton environnement et tu fais attention à ma voix et je vais te guider. Comment ensuite on se sent dans cet espace-là et qu'est-ce que ça amène. Moi, mon travail étant de faire le lien avec tous ces petits jeux et le contact à la nature et à la forêt. Comment retrouver à travers ces petits jeux une connaissance de son monde intérieur et le transposer aussi dans la nature. Comment se retrouver à travers la nature. Enfin, voilà. Donc voilà, pragmatiquement parlant, on se retrouve à un lieu, on a souvent un groupe de 5 à 10 personnes maximum et on va en forêt au contact des plantes et des arbres et en fonction du thème, on retrouve ce que j'ai préparé, quoi. D'accord. Eh bien, il y avait une question aussi que je voulais te poser par rapport à ce que tu nous expliquais sur les consultations en tant qu'herbaliste. Est-ce que, donc, mis à part le fait de suggérer à la personne de prendre telle ou telle préparation, est-ce que tu proposes également un accompagnement, c'est-à-dire est-ce que tu donnes également des conseils pour essayer de changer certaines choses, ou alors c'est bien, c'est simplement une ordonnance entre guillemets que tu donnes aux patients, aux clients. Non, c'est là que je disais qu'on a beaucoup de points communs avec la naturopathie. En réalité, c'est deux mouvements, la naturopathie et l'herbalisme, qui sont jumeaux, voire en fait entremêlés. Historiquement parlant, en fait, herbaliste c'est herboriste et naturopathe c'est Heilpraktiker. Donc en allemand, très mauvaise prononciation de l'allemand, vous m'en voudrez pas. Mais c'était les premiers médecins, les Heilpraktiker. Donc voilà, c'est deux points qui se rassemblent. Et donc effectivement, quand une personne vient me voir, j'ai une approche qui est aussi très naturopathique, où on va s'inscrire dans les habitudes de vie, quoi. Voilà, dans une hygiène de vie, avec cette notion de si t'es stressé, ça sert à rien que je te donne un conseil de plantes qui vont te calmer si d'un côté tu fais pas le changement nécessaire pour éliminer la source de stress ou apprendre à gérer ton stress. Parce que bon, éliminer le stress, c'est pareil, c'est un truc qu'on doit déconstruire, une notion qu'on doit déconstruire. En fait, il faut le gérer, il faut apprendre à le gérer. Le stress est nécessaire, mais voilà, c'est comment on le gère, quoi. Donc voilà, je fais ce genre de conseil. Et donc, est-ce que également tu proposes un accompagnement, une aide aussi pour les personnes qui ont envie de se débarrasser de certaines addictions comme la cigarette, l'alcool ou d'autres formes d'addiction? Ouais. Et ça, c'était encore plus intéressant à l'époque où je travaillais au Pérou, parce que là-bas, ils ont des outils alors qui sont pas évidents. Les purges, c'est pas évident, mais effectivement, j'ai accompagné des sevrages et pas que de petites substances entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petites substances. Encore une fois, pour moi, dans l'addiction, il y a un rapport à la relation et il y a des archétypes à aller trouver, aller questionner. Mais enfin voilà. Donc effectivement, j'accompagne aussi ça. D'ailleurs, en ce moment, c'est un des sujets que je propose avec l'une de mes patientes, clientes. Et comment ça se passe? Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au déroulé de cet accompagnement? Moi, je considère vraiment que puisqu'il y a en face de moi une personne vivante et bien distincte de toutes les autres et qui a cette singularité, l'accompagnement va être singulier et fonction de cette personne-là. Donc c'est compliqué de répondre en faisant des généralités à cette question-là, mais dans l'idée, effectivement, on a des plantes reconnues pour aider dans le sevrage, comme le kudzu, des choses comme ça. Pas que, mais voilà, le kudzu, la passiflore, tout plein de plantes qui peuvent aider sur différents plans, parce que en fait c'est assez simple et complexe une addiction. Souvent en fait, ce qui nous retient attachés au principe, au produit duquel on est addict, c'est pas que les principes actifs, c'est aussi des habitudes, c'est aussi des peurs et des anxiétés. Je prends l'exemple d'une de mes patientes qui me disait, mais moi, si je fume pas mon cannabis, je ne dors pas. Dans ces cas-là, on a des plantes pour accompagner ça. Voilà. Et c'est là tout mon travail, c'est que je décèle la singularité de la relation à la substance et de la relation à l'addiction. Et là, ensuite, je vais proposer, en fonction de ce que je décèle, les accompagnements pertinents, sous forme de plantes évidemment, parce que c'est le cœur de mon métier, mais aussi sous forme d'hygiène de vie, sous forme typiquement par exemple, à cette personne-là qui fumait du cannabis, je lui dis, mais écoute, quand tu as envie de fumer du cannabis, tu prends d'autres plantes
tu te roules une cigarette et tu fumes ces autres plantes, et ça va déjà te permettre de pallier un besoin, même si chimiquement parlant tu reçois pas le principe actif qui vient nourrir ton addiction. Déjà tu vas réduire dans tes habitudes, dans ta consommation, tu vas aller répondre à des besoins en n'utilisant pas le produit problématique. Oui. Enfin bref, l'idée. Bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs plantes amies auxquelles tu penses sans raison particulière ou auxquelles tu as le plus facilement recours? Alors, moi, le tout premier lieu de mon apprentissage au Pérou. Alors quand je dis apprentissage, je reviens sur ce que disait Didier, j'ai pas été initié, mais forcément en faisant ces expériences-là, on apprend des choses. En diétant ces plantes-là, on apprend des choses. Et l'une des plantes qui m'a le plus apporté et dont je me sers encore aujourd'hui dans les soins énergétiques, c'est le tabac. On parlait des addictions, et voilà, re-questionner le rapport au tabac, c'est hyper intéressant. L'usage rituel sacré du tabac, c'est magnifique. Moi, j'ai pas d'addiction au tabac, je n'utilise pas le tabac, je ne l'inhale pas, je ne l'utilise pas de façon récréative, et je m'en sers dans tous mes soins énergétiques. Tout comme les chamans peuvent le faire en soufflant l'aura, parce que ça vient comme la sauge, mais de manière différente. Ça vient nettoyer les espaces énergétiques, ça vient détendre, ça vient favoriser une connexion. Quand on parle de connexion, c'est toujours des termes de la spiritualité que j'aime à déconstruire, mais c'est comment se sentir ouvert, et réceptif. Voilà, donc c'est la plante que j'utilise tout le temps. Voilà. Après évidemment vient le chêne, vient la valériane que j'adore, vient le thym, le romarin, juste le romarin, c'est un truc de fou. On sous-estime le romarin, c'est vraiment une super plante. Puis voilà, après je pourrais faire des listes sans fin, quoi. Mais voilà, tu as quand même tes préférés. As quand même tes préférés. Bah oui, évidemment. Alors justement, là, tu as parlé de la sauge, du tabac. Alors est-ce que il y a des plantes, enfin c'est pas vraiment. Est-ce que oui, il y en a des plantes qui permettent de purifier un lieu, même dans certaines traditions, on fait brûler certaines plantes pour éloigner le mauvais œil, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que des personnes viennent te consulter pour ça aussi? Alors j'ai pas eu de consultation pour ça, mais moi ça fait partie des procédés que j'utilise aussi quand je suis dans mon cabinet. Je prépare le lieu, donc je passe de la lavande, je peux passer du palo santo, ce qu'on appelle le bois de santal. Le palo santo c'est le nom espagnol, italien, tout va bien. Bref, le palo santo, le romarin aussi servait à ça, l'armoise. La sauge évidemment, le copal qui est en fait une résine. Je pourrais faire une liste. Il y a une liste interminable de plantes qu'on utilise comme ça. Ouais. Donc effectivement, je m'en sers. J'ai jamais eu de demande particulière de nettoyage de lieu. Moi, de toute façon, dans ma lecture et dans ma compréhension de ces choses-là, c'est que effectivement, il y a des mémoires liées au lieu. Mais comme toujours, c'est quelle est la relation au lieu? Donc en fait la vraie question que moi j'amène quand quelqu'un me dit est-ce que vous pourriez m'aider à nettoyer mon lieu, c'est mais qu'est-ce qui fait que toi tu t'y sens pas bien? Voilà, effectivement, peut-être un lieu hyper chargé parce qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné dedans. Bon, c'est jamais plaisant pour qui que ce soit, même quelqu'un d'assez pragmatique aurait pas forcément envie d'aller acheter un appartement s'il y a eu un mort dedans, quoi. C'est évident. Et là, tout le travail qui va être, que j'ai envie de proposer, que j'ai pas eu encore l'occasion de proposer, c'est ça, c'est de dire ok, on va faire ce qu'il faut sur le plan du lieu, on va faire quelque chose de beau, de bon et de bien, c'est encenser, remettre de la vie dedans, faire des actes symboliques, spirituels, pour aller informer entre guillemets le lieu, mais plus important, on va informer la personne, parce que c'est aussi ça qui se passe. Quand quelqu'un agit sur un lieu, il vient rassurer une personne, en réalité. Et là est aussi l'un des nœuds clés de comment purifier un lieu, en rassurant la personne, en fait. Voilà. D'accord.
Et oui, c'est vrai que aussi parfois, enfin, comme tu l'as dit, certaines personnes peuvent se sentir mal dans certains lieux, mais même si on n'a pas l'historique du lieu, ça peut quand même jouer dans le moral, dans la santé physique et psychique de la personne. Donc en tout cas, tu proposes également cet accompagnement de purification des lieux, mais pour l'instant, voilà, tu n'as pas eu... disons que si on me le demande, je le ferai volontiers parce que j'en ai une connaissance. Alors après, je suis encore une fois pas géobiologue, et là aussi c'est pareil, hein, j'ai une pratique de ça, mais c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ma spécialisation, donc je le ferai volontiers sur l'impulsion d'une demande de quelqu'un, mais évidemment d'autres le font, hein, donc ok. Alors on a encore du temps, nous poursuivons l'émission. Vous pouvez bien sûr poser également vos questions en appelant au 08 92 23 95 20 ou sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant, en compagnie de notre invité Simon Tel sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Simon Tel, herbaliste, sylvothérapeute, énergéticien. Alors Simon, peux-tu nous dire quelles sont les plantes aromatiques, médicinales que l'on peut faire facilement pousser chez soi sans nécessairement avoir accès à un jardin? Les aromatiques, on va retrouver déjà dans les aromatiques, il y a beaucoup de plantes qui ne demandent pas beaucoup d'entretien entre guillemets. Notamment le thym, le romarin, des choses comme ça. Alors après, vous faire pousser du thym et du romarin en pot, c'est pas forcément le top, mais ça se fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi quand j'étais à Vienne et que j'avais pas de jardin. Le basilic aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Toutes les plantes aromatiques, la marjolaine, potentiellement la mélisse. Voilà, enfin, en gros, il n'y a pas vraiment de limite à ça. Disons qu'une plante qui aura vraiment besoin beaucoup d'eau et d'espace et de terre, c'est sûr qu'on ne pourra pas la faire pousser dans son jardin, enfin dans son salon. Ça. Mais voilà, moi je suis très très friand aussi je regarde beaucoup de gens qui font leur jardin, notamment donc je pense aux Parisiens, hein, dans leur appartement parce qu'ils n'ont pas accès à un jardin, ils font pousser des tomates. Voilà, pourquoi on ferait pas pousser des aromatiques, quoi. Voilà, après on est limité entre guillemets que par son ingéniosité, hein, parce que si vraiment on veut, on se construit une serre et puis on met du terreau par terre et puis il y a là, quoi. Mais bon, j'exagère un peu, mais voilà, c'est l'idée, quoi. C'est quand même, ça peut être faisable. Alors, on a Léa qui souhaite te poser une question. Léa, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors d'abord, tout ce que vous dites, ça me parle beaucoup et puis j'aime beaucoup. Mais justement, j'ai vraiment deux petites questions, mais pratico-pratiques, hein. Parce que justement, moi j'habite en Île-de-France, donc ça m'arrive de temps en temps d'aller chercher des plantes dans la nature, mais enfin grosso modo, je me soigne depuis longtemps beaucoup avec les plantes, mais je vais les chercher dans les magasins, hein, c'est comme vous disiez tout à l'heure. Alors, justement, à propos des huiles essentielles, tout à l'heure, j'ai bien entendu ce que vous avez dit et ça m'inquiète, hein, moi aussi, je fais attention, mais très concrètement, est-ce que la certification HEBBD offre des garanties ou pas? Parce que, en fait, moi, c'est comme ça que je me repère, hein, Elle offre une certaine garantie qui évolue avec le temps, et bon, là, on va rentrer dans des débats pas évidents, parce que, notamment, par exemple, la certification bio évolue, et pour avoir travaillé dans un magasin bio, on en a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues, et puis il y a cette notion de, puisque le bio se démocratise, malheureusement, ça devient un marché, et souvent, il y a du lobbying de fait pour baisser les exigences. Donc voilà, ça demande en fait une perpétuelle vigilance de la part du consommateur pour savoir si oui ou non le certificat qui est donné est une garantie ou pas. C'est ça la réponse la plus concrète que je puisse te donner. Après, évidemment, qui dit certification dit quand même qu'il y a un minimum de respect de cette certification et que du coup tu vas pas forcément te retrouver non plus avec un produit qui soit dangereux et toxique. C'est pour ça que souvent, et dans mes cours d'aromathérapie à l'école, ils le disent, il faut absolument
absolument se tourner vers des huiles essentielles bio quand c'est possible, parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont sauvages, et auquel cas tu peux pas avoir de certification bio. Et dans ce cas-là, il faut bien connaître le producteur, il faut bien connaître le distributeur. Mais voilà, c'est la réponse la plus concrète que je puisse te faire. Bon, merci. Ouais. Une autre question du même type, parce que... Alors juste, il nous reste 5 minutes avant la fin, si tu pouvais formuler d'accord, parce que sur la gémothérapie, parce que... voilà, puisqu'on suit toi, donc, ce que tu en penses, parce que, moi je l'utilise, parce que, il y a la plante, la qualité de la plante, mais il y a aussi, donc j'ai entendu, je suis d'accord, tout ce que tu as dit sur la galénique tout à l'heure, mais quelle partie de la plante, et donc la question des bourgeons, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une question très importante et très intéressante qu'on va pas pouvoir développer complètement, mais si tu veux on peut s'appeler pour qu'on développe ça ensemble. Je vais essayer d'y répondre très rapidement. S'il y a bien une personne que je connaisse dans mon entourage qui puisse te répondre à ça, c'est Stéphane Boistard qui parle de la gémothérapie. La phytoembryothérapie, c'est le terme aussi utilisé pour la gémothérapie, c'est très récent, donc c'est très controversé. L'idée c'est quand même que dans le bourgeon on a toute la plante. On touche des cellules qu'on appelle totipotentes, donc qui portent l'information de toute la plante. Et c'est l'idée qui est portée par la gémothérapie, c'est de dire que du coup, peu importe, c'est comme si on prenait le totem de la plante. Maintenant, est-ce que c'est prouvé ? C'est peut-être pas encore le cas, quoi. Mais moi j'adore, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Cassis pour son côté antihistaminique, bourgeon de cassis, c'est vraiment super, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors merci Léa, désolée. Alors on a Daniel, je pense qu'on peut répondre rapidement à la question de Daniel aussi. Merci pour ta participation Léa. Au revoir Daniel, bonsoir. On écoute ta question rapidement puisqu'il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission. Bonjour, ici maintenant. Bonjour à l'invité, l'animatrice et à tous les auditeurs. Bonjour Daniel. Je viens de faire un AVC. Est-ce qu'il y a des plantes miracles qui pourraient me soulager ? Déjà, dès l'emploi du mot miracle, je vais te répondre non. Voilà. Il y a des plantes qui peuvent t'aider, ça c'est vrai. Il y a des plantes qui peuvent te prodiguer un soutien et puis qui peuvent potentiellement améliorer ta situation. Je peux pas dire qu'elles peuvent te guérir, ça c'est primordial. Déontologiquement parlant, je parle pas de guérison. C'est vraiment très très important, mais c'est voilà, Dieu seul sait. Après, en collaboration avec ton médecin, surtout s'il y a un terrain déjà entre guillemets à accident cardiovasculaire, dans ce cas-là, oui, on peut envisager quelque chose. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend de ton cas, ça dépend de comment c'est arrivé, ça dépend de tellement de facteurs que je vais pas te répondre ce soir sur qu'est-ce que tu pourrais prendre. Même si bon voilà. Pour dire quoi, tout ce qui va être cardiovasculaire, tout ce qui va être en fait du domaine de la circulation, on va retrouver énormément de plantes qui peuvent aider, l'aubépine en tête. Mais bon, ça répond pas à ta question précisément. Encore une fois, ton AVC à toi, ne va pas prendre de l'aubépine comme ça sur mon allégation tout à fait informative. Ouais. Alors voilà, Daniel, désolé, on approche, on arrive petit à petit vers la fin de l'émission pour peut-être avoir plus de renseignements. Je t'invite à appeler notre invité directement après cette émission. Simon, si tu avais un message pour l'univers, quel serait-il ? Je suis vraiment en paix en ce moment avec l'univers là, depuis ce week-end. Voilà. Non, mais si j'avais un message, c'est s'il pouvait me permettre aujourd'hui d'être pleinement nourri par ce qui me fait vibrer le plus. Voilà, ça ce serait super. Et bien, on va dans quelques instants rappeler les informations te concernant pour que les auditeurs puissent te retrouver après cette émission. Donc, il y a d'autres personnes qui voulaient appeler, mais on arrive petit à petit vers la fin. Donc la prochaine fois, on essaiera d'attendre vos appels un peu plus tôt, puisque voilà, là c'est vers la fin de l'émission qu'on avait plusieurs interventions et auditeurs qui voulaient intervenir. Donc Simon, peut-être pourrais-tu partager, voilà, tu as le mot de la fin. Dis-nous, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, quelle est ta conclusion, on t'écoute. Amour. Si je devais tout résumer en un seul mot, c'est amour, quoi. Voilà. J'en dirais pas plus. Voilà.
D'accord. Mais on a encore 2 minutes. Hein. Encore 2 tu minutes, peux en profiter. Ouais, mais... Tu peux rajouter d'autres. Ouais, mais après, si tu me lances, je vais encore parler 3 quarts d'heure. Moi, j'adore ça. Je suis une pipelette. Donc... Bon, tu peux encore parler pendant 2 minutes. Puisque... en tout cas, moi, ce que j'aimerais vraiment apporter le plus autour de moi, c'est vraiment cette idée de l'amour de soi, de l'amour des plantes, de l'amour de la vie, de l'amour, quoi. Ouais, je pense que c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui dans notre société, quoi. Surtout actuellement, voilà. Et j'espère que ça nourrira des graines d'espoir chez ceux qui m'écoutent actuellement. Ouais. Eh bien, merci pour ta présence, Simon. Tout de suite, nous passons donc à la dernière page promotionnelle. Prenez de quoi noter pour pouvoir retrouver notre invité après cette émission. Ce soir sur Radio Ici et Maintenant, on était dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité en compagnie de notre invité Simon Tell, sylvothérapeute, énergéticien, herbaliste. Vous pouvez le retrouver donc après cette émission pour des consultations par téléphone ou bien des consultations à son cabinet qui est à proximité donc de Quimper pour prendre rendez-vous avec lui pour toutes vos questions. Donc je vous donne tout de suite le numéro. Son numéro c'est le 07 80 99 84 89. Je répète, 07 80 99 84 89. Vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Sur Instagram, Cœur de Chêne. Et sur Facebook, Simon Tell, Cœur de Chêne. Tell, ça s'écrit T-H-E-L. Vous pouvez également lui adresser un email pour vos différentes questions et pour vos demandes. Vous pouvez lui envoyer un email à l'adresse mail suivante. Donc c'est simon@coeurdechêne.fr avec un tiret donc entre chaque mot. simon@coeurdechêne.fr. N'hésitez pas à consulter également son site internet qui est complet, qui vous donne pas mal d'explications sur sa pratique et les différentes formes d'accompagnement qu'il propose. Donc le site internet de notre invité c'est coeurdechêne.fr avec un tiret du milieu donc entre cœur entre chaque mot, donc cœur-de-chêne.fr. Et puis vous pouvez aussi tout simplement, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter, taper sur un moteur de recherche Simon Tell et vous tomberez directement sur ses coordonnées, en tout cas sur son site internet. Je vous rappelle encore une fois l'orthographe, Tell c'est T-H-E-L. Une dernière fois, je vous rappelle le numéro, comme ça vous pouvez bien vérifier pour voir si vous avez bien noté. C'est le 07 80 99 84 89. Et bien encore une fois, Simon, je te remercie et j'espère à bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Et merci également aux auditeurs et aux auditrices pour leur écoute et pour leur fidélité. C'est donc la fin de cette émission. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Au revoir.